Bonjour à vous toutes et à vous tous et bienvenue sur 01net TV en ce 12 décembre 2018. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour un 01 Live exceptionnel. Nous sommes ici à La Défense où s'est déroulé il y a quelques minutes à peine le 6e show Hello organisé par Orange. Et comme chaque année, on est très heureux d'accueillir Jérôme Colombin, bien Stéphane Richard qui est notre invité. Oui, bonjour François, bonjour à tous et bonjour Stéphane Richard. Bonjour à tous les deux et bonjour à vos auditeurs, téléspectateurs. Absolument, nous allons passer environ une demi-heure ensemble. On va vous bombarder de questions, comme chaque année, puisque effectivement, pour la 6e fois, vous organisez ce show Hello et pour la 6e fois, nous avons l'honneur et le plaisir de vous recevoir dans la foulée. Je campe le décor très brièvement. Aujourd'hui, aucune annonce matérielle majeure. Mais je dirais un peu une réaffirmation des missions d'Orange. Alors, vous avez parlé numérique inclusif, intelligence artificielle, 5G, câbles sous-marins, cyberdéfense, protection des données, etc. Et maisons connectées, François. Exactement. Alors, on va évoquer tous ces sujets ensemble, bien sûr. Peut-être commencer par la maison connectée. Vous avez annoncé une mise à jour importante qui sera déployée d'ici le printemps prochain sur toutes les Livebox de dernière génération et qui vont permettre en fait de faciliter la maison connectée parce qu'on le sait, nous ici à 01net TV, la maison connectée c'est un peu une galère quand même pour connecter tous ces objets. Vous voulez faciliter tout ça ? Oui, vous savez, on a eu une expérience avec une offre qui s'appelait Home Live, qu'on avait lancée il y a 3 ans, dans le sujet de la maison connectée. Et en fait, elle n'a pas très bien marché cette offre. Et suite à ça, on a beaucoup réfléchi pour se demander finalement quelles étaient les clés pour réussir. Mais elle n'a pas marché, pourquoi ? Parce que c'était trop tôt ou parce que c'était trop compliqué ? Elle n'a pas marché, je pense, pour 2 raisons. La première, c'est que beaucoup de nos clients n'ont pas compris pourquoi il fallait une box supplémentaire. Il fallait une petite box en plus pour pouvoir connecter les objets. Je pense qu'elle n'a pas marché aussi parce qu'on n'avait peut-être pas la bonne gamme d'objets au moment où on l'a lancé. Donc, parce qu'il y a eu des progrès, et surtout parce qu'on a pris un parti, cette fois-ci, qui a été de, en effet, toutes interconnecter avec la box existante, et donc supprimer l'équipement additionnel, et rendre accessible cet écosystème d'objets connectés à tous ceux qui ont une box chez eux. Dernière génération, ça fait quand même 3 millions de personnes, et il y en aura de plus en plus. Donc ça veut dire que si j'ai la Livebox, la toute dernière, grâce à une mise à jour qui va arriver très prochainement, Oui. je pourrais connecter un certain nombre de produits connectés, lesquels ? Alors il va y avoir une gamme d'objets. Il y a des objets sous marque Orange. Et puis il y a des partenaires. J'en ai cité quelques-uns. Vous avez cité Netatmo, Bosch, Netatmo, Philips, etc. Donc c'est des objets de la domotique. C'est donc des éclairages connectés, des prises connectées. Ça veut dire que la box intègre tous les protocoles de communication. Exactement. C'est-à-dire que la box va être l'interface unique de l'ensemble de ces objets. On va pouvoir piloter tous ces objets connectés à la box par une appli unique. On va pouvoir les faire interagir aussi les uns avec les autres. On va pouvoir faire ce qu'on appelle des scénarios. Par exemple, je rentre à la maison, les lumières s'allument, la télé s'allume, etc. Ou au contraire, je quitte la maison, les stores se baissent, les lumières s'éteignent, etc. Mais est-ce que les Français veulent ça, Stéphane ? Parce que tout le monde nous bassine avec ça, tout le monde nous dit c'est génial, mais est-ce que les Français, est-ce que vous ressentez que vos clients veulent ça ? Ou est-ce que c'est finalement quelque chose qui intéresse les journalistes, les geeks, mais peut-être pas monsieur et madame tout le monde ? Je ne sais pas, je me trompe peut-être. Vous touchez là à un sujet qui est pas limité à la maison connectée, c'est le sujet de la technologie en général. Vous savez, quand Apple a lancé son premier iPhone en 2007, il y a beaucoup de gens qui ont réagi comme vous en disant mais est-ce que les gens veulent ça ? Est-ce que les gens ont besoin d'avoir un truc comme ça dans la main alors qu'on a des petits téléphones qui sont très pratiques et tout ? Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé l'offre en termes d'usage, tout simplement, suffisamment simple, peut-être suffisamment accessible pour que les gens se disent bah oui tiens ça c'est sympa, je vais le prendre. Donc c'est un peu c'est l'offre qui crée la demande. Voilà, je crois vraiment qu'il faut que ceux qui s'intéressent à ce sujet raisonnent en termes de simplicité pour l'utilisateur. C'est ce qu'on a essayé de faire nous. Et on verra bien si nos clients comment ils répondent à cette demande. Moi je crois que là c'est un vrai pas en avant, c'est un vrai progrès quand même qu'on leur propose.
Alors évidemment, on a hâte de voir concrètement ce que peut faire ou ne pas faire cette box, parce que la maison connectée c'est quand même très vaste, hein. Il y a énormément de technologies disponibles. En tout cas, vous n'avez pas choisi, contrairement à Free et à Xavier Niel avec qui nous étions la semaine dernière, de miser sur la boîte à tout faire pour le service home cinéma, multimédia, etc. C'est pas le choix d'Orange, visiblement, pas de nouvelle box, et vous ne parlez pas tellement de cette dimension-là. D'ailleurs, je crois que le début de ce show Hello était un peu dédicacé à Xavier Niel, visiblement, non? C'était un peu d'œil. taquin. C'était un clin d'œil, comme d'ailleurs lui dédicace un petit peu aussi a dédicacé sa Voilà. Et conférence pour tous à ceux qui Orange. n'ont pas vu ce que vous avez dit, en tout cas entendu, vous étiez un petit peu taquin sur le fait que, en fait, on n'est pas obligé chez Orange de prendre un package global avec toute l'offre de Free, à la fois la barre de son, mais aussi tous ces objets connectés. En fait, là, on peut choisir chez Orange. C'est ça votre point de vue? Nous, on a notre parti, on a notre choix dans ce domaine. On ne s'est pas mis dans la comparaison avec Free. De toute façon, tout ça a été préparé bien à l'avance, vous vous en doutez bien. Et donc, je ne savais pas, moi, ce que Xavier annoncerait la semaine Mais dernière. qu'est-ce que vous en pensez de cette box? Tiens, ce qu'il a annoncé. Je pense que c'est une belle box, beau design, belle fonctionnalité. Je pense que c'est un pari parce qu'elle n'est pas donnée. Surtout quand on lit un peu tout ce qu'il y a autour. 480 €, hein, si on l'achète. Oui, ou alors il y a les frais avec un d'activation, il y a la paiement, durée d'engagement, il y a quand même. Alors il est beaucoup de revenu, je choses. ne sais pas si vous avez vu, mais On ce verra, matin, mais il est revenu un petit peu sur les frais d'activation qui sont moins Il chers. aménagera, ils sont bons, ils sont intelligents et je ne suis pas ici pour les dénigrer du tout. Je dis simplement que nous, on a pris un parti différent qui a été plutôt d'enrichir la box actuelle et on a la chance d'avoir une box qui a un grand potentiel d'enrichissement. Parce qu'en effet, la plupart des services... Elle a 2 ans, elle est moins ancienne que ne l'était la plupart des services que Xavier et Free ont annoncé la semaine dernière sont déjà disponibles en fait sur notre box. C'est ce que j'ai voulu rappeler de façon un peu taquine tout à l'heure, mais bon, c'est à la demande. Donc, alors après, il y a l'histoire du tout en un. Moi, j'ai le sentiment que dans un foyer lambda, tout ne se passe pas dans le salon sous la télé. On a aussi des chambres, des salles de bain, une cuisine. Vous voyez, je prends juste un exemple. Le smart speaker, on va peut-être en parler. Oui, on va en parler, bien sûr. Que j'ai présenté ce matin avec mon ami Tim de Deutsche Telekom. Quand on regarde où les gens mettent le smart speaker aujourd'hui, la majorité les mettent dans la cuisine. Oui. Parce qu'en fait, le premier usage, c'est écouter les infos, la météo et les recettes de cuisine. Et la minuterie, pour faire Et la les pâtes. minuterie. Donc si vous avez... Ça sent le vécu. Ça sent le Voilà, vécu, si oui. vous avez ce qui est la proposition de Free et le pari de Free, si vous avez un smart speaker qui est dans une box qui est sous la télé, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire. Vous voyez, donc moi, le tout en un, en termes d'usage, j'y crois pas des masses. Mais chacun, une fois de plus, fait ses choix. Nous, on préfère la démultiplication, en l'occurrence. On a une box qui nous permet d'enrichir les services, ce qu'on a fait, ce qu'on fait avec Maison Connectée et Maison Protégée. Donc, Maison il y a Protégée, aussi, oui. Dites-nous-en un mot. Maison Protégée, c'est une nouvelle offre aussi qu'on va lancer au printemps, qui est une offre de télésurveillance. Je crois très intéressante en termes d'usage. Alors là, pour le coup, vous êtes un peu sur la même ligne que Free, parce qu'il y a également une offre de ce On est sur la même ligne, mais je crois sincèrement que le service qu'on va proposer est nettement meilleur en termes de fonctionnalité, de disponibilité, de capacité d'intervention. Et en plus, nous, on s'est adossé sur des professionnels pour le faire, puisqu'on a créé une société commune avec Groupama, avec qui on est déjà partenaire, vous savez, dans la banque, qui ont déjà beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et donc, c'est un investissement industriel que nous faisons. Ce n'est pas juste la distribution d'un service. D'accord. J'aimerais qu'on revienne juste, pour terminer le dossier Free. Malgré tout, il y a quelques innovations dans cette box. Le 10 gigabits, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que ça a un sens? Le mix ADSL 4G. D'ailleurs, on a quelques tweets qui sont arrivés. Il y a un auditeur qui nous dit justement, Orange a-t-il prévu de proposer cette box hybride ADSL 4G? Est-ce que c'est une technologie qui vous intéresse et est-ce que ça pourrait arriver bientôt chez vous? Alors, le 10 gigabits, honnêtement, nous, on ne pense pas que ça corresponde à un besoin, sûrement pas, ni même à des usages identifiés à vue humaine, je dirais. En tout cas, certainement pas dans les horizons de développement d'une box ou une chose comme ça. Donc, le 10 gigabits, c'est peut-être valorisant sur le plan techno, mais en termes d'usage, nous, on est extrêmement sceptiques. Je dis ça, c'est la position d'Orange.
Sur la box. Parce que Free, mixte, comme vous, hybride. aujourd'hui ça sert à rien, mais dans le futur. Oui. Bah, écoutez, on verra bien dans le futur. Moi, je pense que d'ici là, il y a beaucoup de choses qui ont évolué. Vous savez, moi, je fais partie de ceux qui pensent que les box, on est un peu sur la fin aussi des box. On aura une question d'ailleurs sur Twitter là-dessus. On a le edge Alors. computing qui va arriver. Mais c'est un autre débat. Sur la box hybride, C'est une bonne idée nous, sur le papier. alors je vais vous dire quelle est l'analyse technique que nous faisons nous chez Orange. Quand vous avez un mauvais ADSL, malheureusement c'est encore le cas dans un certain nombre d'endroits. Ça veut dire que vous avez 2 mégabits, allez, 3 mégabits peut-être maximum de débit. Additionnez ça avec un débit 4G par hypothèse bon, qui est plutôt dans les 30 ou 40, par rapport à avoir un routeur 4G tout seul, franchement, je ne vois pas tellement ce que ça change. Ce n'est pas les 2 mégabits que vous allez récupérer sur un mauvais ADSL qui va changer l'expérience. Donc, nous, la Si réponse 4G qu'on tombe pas, fait... on a malgré tout la DSL. Nous, la réponse... La 4G non. Jamais en panne. Alors, il y a des opérateurs qui ont un réseau 4G un peu moins bon et pour lesquels le problème de qualité de service et de disponibilité peut se poser. Mais il se trouve qu'Orange n'est pas dans cette catégorie. Donc, voilà, nous, la solution qu'on propose, c'est le routeur 4G sur la 4G d'Orange. 99% de couverture de la population, 99%. Et depuis 7 ans, vous le savez, maintenant, classé numéro 1 et de loin sur la qualité de service. Donc la réponse que nous faisons, nous, c'est le routeur 4G. On en a déjà 400 000 quand même installés. 400 000. Les gens en sont très contents. Et on peut en faire plus. C'est l'une des solutions pour désenclaver justement les zones où il n'y a pas de débit aujourd'hui, ces box 4G. C'est une solution pour permettre aux gens d'attendre l'arrivée de la fibre. Parce que... Mais cette fibre-là, Stéphane Richard, quand on dit qu'elle ira partout, c'est pas possible, on le sait, vous et moi. Je veux dire, un petit village qui est perdu à 2000 mètres d'altitude n'aura jamais la fibre. Pourquoi tout le monde dit ça? Tout le monde dit demain, tout le monde aura la fibre. Écoutez, aujourd'hui, ce C'est que je pas vois... peut-être annoncer de mauvaises nouvelles? Ce que je vois, c'est que les zones très denses sont quasiment totalement fibrées. La zone dite moyennement dense, ça fait quand même 12 millions de foyers, va être entièrement fibrée à 100% d'ici à 2021, à peu près. Et ensuite, il y a le reste de la France. Le reste de la France, c'est l'empire de ce qu'on appelle les RIP, les réseaux d'initiative publique. Et ce que j'observe, moi, c'est que les collectivités qui font les RIP le font pour l'intégralité de leur territoire. Alors, ça se fait en plusieurs phases. Il y a une première phase, deuxième phase, troisième phase. Mais je vais vous prendre un exemple. Moi qui suis lozérien, je suis heureux qu'Orange ait gagné le RIP de Lot-Lozère-Aveyron. Eh ben, le RIP de Lot-Lozère-Aveyron, il a plusieurs phases, mais il a bien pour objectif de fibrer la totalité de ces territoires. Je ne vous dis pas que ça va se faire demain matin, bien sûr ça va prendre du temps. Mais je pense quand même que la France sera un pays... C'est-à-dire qu'à terme, on aura peut-être pas 100%, mais on aura peut-être 90% de fibre optique jusqu'à l'abonné. Ça laissera peut-être maximum 10% de l'habitat connecté au très haut débit par d'autres moyens, le satellitaire et peut-être le mobile. Oui. Jérôme, on a justement une question sur Twitter qui est liée à ça. Puisqu'on est dans le sujet, on est à fond dans les sujets qui fâchent. Une autre question de quelqu'un qui nous dit que c'est bien beau de parler de fibre ou de 5G, etc. Mais voilà, ça fait plus de 8 mois que j'attends une ligne ADSL, toute simple, à la campagne. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à des gens comme ça? Écoutez, l'ADSL est un réseau auquel on est, nous, extrêmement attachés. Et on a une mission qui est celle du service universel. Et donc, il faut que chacun quand même se convainque de l'idée que pour Orange, c'est un sujet très important et qu'on ne sacrifie pas au tout fibre ou au tout mobile et en laissant tomber ce réseau. Quelles sont les caractéristiques de ce réseau? Vous le savez, c'est qu'il est ancien maintenant, puisqu'il a été construit pour l'essentiel dans les années 70. Et donc, il est plus fragile. Et par ailleurs... En fait, c'est le cuivre, c'est ça qui s'abîme. Oui, c'est ce qu'on appelle la paire de cuivre. Bon, alors il y a des parties du réseau qui sont plus modernes que d'autres, mais dans l'ensemble, c'est un réseau qui a quand même plus de 40 ans, 45 ans. Donc il a vieilli. Et par ailleurs, c'est vrai qu'on a eu à faire face en 2018 à un certain nombre de problèmes particuliers, météo. On a eu un nombre d'épisodes de foudre tout à fait anormal. Oui, mais le problème ça fait 30 ans. Ne date pas de 2018 quand même, parce que la DSL existe. Jérôme, on a eu, c'est Météo France qui le dit, c'est pas moi. Ouais. On a eu en 2018 l'année la plus foudroyée depuis plus de 30 ans en France.
On a eu 200 000 impacts de foudre au mois de mai 2018. Ouais, ça impacte les lignes 200 000 aériennes aussi. en fait. C'est ce que vous Ça dites. impacte, Et vous dire que ça impacte les lignes aériennes, mais ça impacte aussi les sous-répartiteurs. Et donc ça provoque des coupures en chaîne. Et ça sont des lignes qui ont fonctionné et qui tout d'un coup ne fonctionnaient plus. Mais ce ne sont pas les zones qui n'ont jamais été raccordées. On a un problème en 2018, je le dis, on va dire, qualité de service globale sur le réseau cuivre, qui est beaucoup lié à ces incidences météo, mais aussi à beaucoup d'autres facteurs. On a eu malheureusement encore 60 000 clients impactés par des vols de câbles. Ouais, Des vols de câbles. On a retrouvé récemment 69 tonnes de cuivre dans un entrepôt en Seine-et-Marne, parce qu'on collabore avec les services de gendarmerie. Mais parce que c'est le cuivre qui vaut de l'argent. Bien en sûr, fait, c'est bien ça. sûr, parce que c'est des réseaux de trafiquants qui D'accord. revendent ce cuivre. On a les incidents. Pas plus tard qu'il y a 8 jours, dans le Cantal. En Cantal, on a eu un incident de chantier, une pelleteuse qui a coupé un câble. On qui a eu alimentait, 14 000 clients coupés. Ah ouais. 14 000 clients coupés. Donc, si vous voulez, c'est un réseau. Si vous voulez, à la différence du gaz ou de l'électricité, les gens qui peuvent toucher ce réseau, ils font attention quand c'est du gaz et l'électricité, Ouais. mais ils font un peu moins attention quand c'est les télécoms. Donc, c'est comme ça. On a pris des mesures. On s'est mobilisé et j'ai pris l'engagement que Orange reviendrait dans les clous de la qualité de service sur les services universels. Le point que vous évoquez, vous, c'est différent. C'est un problème de production de ligne. Là-dessus, je ne connais pas la situation ponctuelle dont vous me parlez, mais on va la regarder. Honnêtement, je suis quand même un peu surpris parce que dans la production de lignes, Vous êtes à 100%. non, je ne dis pas ça, mais on a des critères aussi. On a des Ouais. critères de délai. Et allez. Il peut y avoir une situation tout à fait particulière dans laquelle on ne les tient pas, et celle-là me paraît complètement folle. Mais dans les critères moyens, ce n'est pas le domaine dans lequel on est le plus en difficulté, je dirais. Mais on va quand même regarder ce point, parce que si cette personne le dit, c'est que c'est Oui, vrai. moi, hein, ouais. C'est que c'est vrai, et il doit y avoir une raison particulière. Stéphane Richard, vous dites que la DSL est une vieille technologie. La DSL a encore combien d'années devant lui avant qu'il soit éradiqué, à votre avis? Ça, c'est le sujet d'un vaste débat. Mais bon, nous, on pense quand même que l'horizon, c'est au-delà de 10 ans. Hein. Au-delà de 10 ans. C'est entre 10 et 20 ans. Parce que, d'abord, la substitution par la fibre et éventuellement d'autres moyens, on l'a dit, c'est une affaire d'à peu près au moins 10 ans, quand même, hein, en tout. Notamment pour les territoires, on va dire, les plus éloignés des villes. Ensuite, parce qu'il y a d'autres usages encore aujourd'hui sur le cuivre. Voilà, donc je dirais l'horizon de temps, c'est-à-dire vers le décommissionnement du cuivre complet, c'est pas avant, je dirais, minimum 10 ans, 10 à 15 ans. D'accord. Dernière petite question sur les réseaux. Il y a un équipementier auquel vous faites appel, comme d'autres, qui s'appelle Huawei. Et certains, les Américains, mettent une grosse pression sur les pays comme la France qui font appel à Huawei parce qu'il y a des suspicions. Il y a des suspicions à l'égard de cet équipementier chinois. Oui, qui espionnerait par le biais de Voilà. puces dans les Risque routeurs, etc. d'espionnage aujourd'hui ou dans le futur, etc. Est-ce que ça vous préoccupe aussi? Bah, écoutez, d'abord, on n'a pas attendu les Américains et la pression des Américains pour se préoccuper de cette question-là. Je pense qu'en France, on a un très haut niveau d'exigence et de conscience des risques qui sont liés à l'infrastructure digitale et aux gens qui interviennent dessus, qui posent des équipements, au gouvernement, dans l'exécutif, à l'ANSSI, qui est l'agence qui s'en occupe. Donc, si vous voulez, la situation des équipementiers, et des Chinois en particulier, on n'a pas attendu les Américains pour se la poser. Le résultat de cela, d'ailleurs, c'est qu'il n'y a aucun équipement d'Orange dans le cœur de réseau et dans l'accès radio en provenance de Chine, ni de Huawei, ni de l'autre chinois qui s'appelle ZTE. Est-ce que pour autant ces entreprises sont condamnables? Est-ce que pour autant elles sont infréquentables? Ça, c'est une question que chacun peut se Vous vendez des poser. téléphones Huawei. Alors, bien sûr, on vend des téléphones Huawei, des terminaux Huawei. C'est pas pareil, peut-être. C'est les aujourd'hui téléphones et le troisième producteur mondial de smartphones, vous le savez. Du côté des téléphones, aucune question ne se pose, personne ne met ça en cause. On parle là des équipements de réseau. Vous pensez que C'est c'est quand même le cœur de métier de Huawei. Vous pensez que ce sont des raisons commerciales qui poussent les États-Unis à agir comme ça? Ben, même pas, parce qu'il n'y a plus de fabricants d'équipements de réseau aux États-Unis. Hein. Aujourd'hui, Ericsson et Nokia sont des groupes, on va dire, plutôt européens, avec des bases industrielles un peu partout, y compris en Chine d'ailleurs, ce qui ne manque pas de sel non plus. Écoutez, moi,
Je dirais qu'une chose là-dessus. Je comprends les raisonnements politiques, les approches politiques, la Chine, certains diraient les États-Unis aussi, d'ailleurs, hein, quand on se souvient des scandales de la NSA, etc. Derrière, il y a de la technique. Moi, ce que je souhaiterais surtout, c'est que les Européens se mettent autour d'une table, entre eux, et définissent des prescriptions techniques, un peu comme on l'a fait pour les données avec le RGPD, et dire, ben voilà, nous, quels sont les standards de sécurité qu'on exige pour avoir accès aux infrastructures européennes. Et ceci est valable pour tout le monde. Ça n'existe pas aujourd'hui. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Moi, je pense qu'il faut objectiver un peu ce débat. Il faut dire, voilà ce que sont pour nous les points sensibles. Voilà les endroits où il peut y avoir des backdoors. Voilà les protocoles qui sont importants pour nous. Voilà les protocoles de cryptage. Vous installez des câbles sous-marins, c'est aussi une porte d'entrée. Au niveau de l'atterrissement, en tout cas, oui. Le câble lui-même, non. Mais dans les points d'atterrissement, c'est-à-dire de jonction, d'interconnexion avec les réseaux terrestres, oui, bien sûr. Donc, si vous voulez, moi, je pense qu'il faut objectiver ce débat. Il faut définir des cahiers des charges et des standards. Parce que sinon, on en fait en fait un objet de bargain politique. On se retrouve un peu otage de débats ou de rapports de force qui nous dépassent un peu. Et je trouve ça un petit peu dommage. On change de sujet, on parle de Jingo, qui était l'une des stars de ce show Hello. L'accouchement était un peu long de Jingo, parce que ça fait un moment, si mes souvenirs sont bons, que vous nous en parlez. Ça fait quoi? On a l'impression de le connaître déjà. Dernier show Hello. Le temps passe vite ou pas vite, je ne sais pas. Mais donc là, visiblement, il sera disponible à partir de mars prochain. Cela dit, un invité, mystère, est arrivé, c'est Amazon Alexa. Et ça, on ne l'a pas vu venir. Pourquoi cet accord avec ce partenariat Amazon Alexa? Alors juste, est-ce que c'est parce que c'est tellement compliqué de faire aujourd'hui un assistant vocal aussi puissant que ceux des Américains qu'on est obligé de s'associer à eux? Non, je crois qu'il y a peut-être une précision à faire sur qu'est-ce que sont ces systèmes et qu'est-ce qu'on en attend en termes d'usage. Parce que si vous voulez, l'intérêt de tout ça, c'est quand même d'essayer de faire quelque chose dont les gens vont se servir, qui va leur être utile. En termes de fonctionnalité. Nous, finalement, on a une approche qui est tout à fait en phase avec ce que sont les opérateurs télécoms. Hein, dans notre jargon, ça s'appelle l'interopérabilité. Dans les télécoms, si vous êtes chez Orange, vous devez pouvoir appeler quelqu'un qui est chez Bouygues Télécom ou chez Free ou chez SFR. Vous êtes d'accord? Quand on fait du mobile banking en Afrique, qu'est-ce qu'on fait? On cherche aussi à être interopérable. On vient de constituer une société commune avec MTN, en Afrique, qui est notre principal concurrent partout, pour que nos services de mobile banking soient interopérables. Vous puissiez faire des virements de Orange à MTN. D'accord? C'est dans nos gènes, ça. Pourquoi? Parce qu'on pense que ces services ne se développeront que justement si on ne cherche pas à les construire en silo, en système propriétaire. Donc nous, on croit à l'interconnexion des intelligences artificielles. On apporte notre solution. Donc, on n'est pas en train de laisser les clés à Amazon ou à qui que ce soit. Sinon, on n'aurait pas fait Jingo. Alors justement, oui, mais le projet de Jingo, c'est une réponse européenne à cette question de l'intelligence artificielle et du smart speaker. Si on n'avait pas fait ça, pour le coup, la voie serait libre pour Amazon et pour Google ou les autres qui vont vouloir y aller. Mais une chose est de dire, on fait notre système, ce que j'ai présenté ce matin, et une autre chose est de dire, on veut faire un système qui soit vraiment le plus utile, le plus riche possible pour nos utilisateurs. Et ça nous imposait bien évidemment de l'interconnecter à d'autres systèmes. On a fait le choix d'Amazon après beaucoup de travail. On aurait pu prendre un autre partenaire. Oui, pourquoi pas Google, par exemple? Mais on a examiné ces deux, c'est bien entendu, c'était les deux choix possibles. Ce qui nous a amené à choisir Amazon, je vais vous dire ce que c'est. C'est le fait que nous, on a, et c'est très important d'ailleurs de comprendre ça, on a demandé au départ une forme de réciprocité. C'est-à-dire que c'est bien une interopérabilité, c'est pas une sous-traitance. Très différent. Alors que donc, Google, c'était différent. En clair, l'accord que nous avons avec Amazon, c'est un accord de réciprocité dans lequel, quand vous aurez un speaker Orange, vous pourrez le réveiller en disant « OK Alexa ». Et dans un avenir prochain, que je ne sais pas encore situé, parce que c'est un travail assez lourd, quand vous aurez un speaker d'Amazon, Echo, vous pourrez le réveiller aussi en l'appelant Jingo, qui vous permettra d'accéder aux services d'Orange. Ça, c'est une info.
Non, Vous l'avez- si Ah. vous avez bien écouté le show, Je l'avais pas compris. j'ai comme dit ça. nous travaillons actuellement D'accord. à C'est-à-dire que si j'ai un écho dot, par exemple, d'Amazon, je pourrais l'interroger avec Jingo à terme. C'est l'accord de principe que nous avons D'accord. noué avec Amazon. Ensuite, il y a une roadmap, comme on dit dans le jargon, parce que c'est, vous savez, interconnecter Ouais. ces systèmes, c'est compliqué. Et donc, il y a un certain peu de délai pour temps. ça. Mais le principe que j'ai topé au plus haut niveau avec Amazon, c'est celui-là. C'est un principe de réciprocité, c'est-à-dire que les deux équipements, D'accord. Jingo et Echo, communiqueront et se réveilleront en fonction des services auxquels la personne souhaitera accéder avec les deux modes de Mais de alors, réveil. vous avez par ailleurs ce matin beaucoup insisté sur la protection des données, le fait qu'elles restaient en France, etc. Donc comment s'opère le partage et la répartition des données si vous faites très, très entrer simple. Amazon dans la boîte? C'est extrêmement simple. Chacun des partenaires est propriétaire des données de ses services. Mais si je dis OK Jingo, c'est Orange qui aura les données et pas Amazon. Et pas Amazon. C'est plus Exactement. compliqué que ça. Non, c'est exactement ça. Et si je dis OK Si vous dites Alexa, OK Jingo, vous êtes chez Orange, D'accord. vous êtes dans des données Orange. Si je dis Alexa, Si vous dites OK Alexa, vous êtes chez Amazon et c'est des données d'Amazon, exactement comme si vous aviez un speaker Amazon chez vous. Stéphane Richard, parce qu'on a encore pas mal de questions, il nous reste quelques minutes. Donnez-nous 2 exemples de ce à quoi va servir Jingo. Un premier exemple, c'est téléphoner à la maison en main libre en demandant à votre speaker d'appeler quelqu'un et en parlant dans votre speaker comme si c'était un téléphone. Ce qu'on ne peut pas faire avec les autres systèmes, Aucun. sauf Alexa, je Aucun. crois, mais avec Alexa leur en- système de messagerie interne. Oui, deux Alexa. Oui, Alexa. mais passer un appel Oui, comme on le fait avec un opérateur. Sur le un cuivre. opérateur. Ouais. Oui, sur le cuivre, ça suppose Voilà, effectivement. d'accord. Ça, on sera les seuls effectivement à proposer ça. Premier exemple. Deuxième exemple. Deuxième exemple, piloter toute sa télé Orange. Donc changer de chaîne, Ouais. commander un film en vidéo à la demande, activer le moteur de recommandation, etc. Mais de la box Orange, donc du service Orange. On pourra faire tout ça à la voix par Jingo. Puis un troisième exemple, aller en vitesse, la maison connectée, que j'évoquais, puisqu'elle sera passera connecté aussi par la avec box. d'accord. Elle sera aussi pilotable à la voix avec Jingo. Donc Jingo, sa première forme, ce sera ce petit speaker qui sort au printemps, 49 €, c'est ça? Ce sera à partir de 49 À €. partir On n'a de pas encore 49 €. défini, mais D'accord. le prix D'accord. de départ sera 49 € pour nos clients. Ce qui est important aussi de dire, c'est que le système Jingo, il sera accessible par d'autres moyens, par la télécommande, puisqu'il y a des micros maintenant dans les télécommandes. Mhm. On a plusieurs centaines de milliers de télécommandes qui sont équipées d'un micro. Donc on pourra accéder au service Jingo par la télécommande et évidemment par le smartphone aussi. La 5G, Stéphane Richard, pour terminer, vous en avez parlé beaucoup avec des chiffres concrets. 2019, certaines villes seront déjà, on va dire, en partie couvertes avec des expérimentations. Lancement commercial en 2020. C'est le timing que vous vous engagez à respecter? Pour ce qui nous concerne, en tout cas, nous, oui. Après, vous savez, pour faire la 5G, il faut qu'on ait du spectre. Il y a des bandes de fréquences qui sont nécessaires qu'on n'a pas encore. Donc, des il y a un sous. calendrier. Oui, évidemment. Mais il faut déjà avoir les fréquences. Donc, il faut que l'État nous j'allais dire, nous donne. Non, mais en tout cas, nous Vous aimeriez bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. mettre en appel d'offres ces fréquences. Et puis, après, il faut aussi qu'il y ait des terminaux. Il faut qu'il y ait des smartphones. Vous savez bien, bon. Bon, c'est Donc- toujours la même histoire. Hein. C'est toujours la même Réseau, histoire. Smartphone, la poule, Donc, l'œuf. c'est pour ça qu'on situe l'horizon pour l'Europe, à peu près à 2020, parce que nous pensons que c'est à peu près en 2020 que toutes ces conditions, ces prérequis, disons, ont été remplis, qu'on pourra commencer vraiment à parler d'usage de la 5G. Mais d'ici là, il y a beaucoup de boulot à faire. Et ça, c'est aussi important. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer ce matin aussi, parce que la 5G, c'est pas juste une G de plus. C'est pas un prolongement de la 4G. La 5G, ça va être une nouvelle économie aussi numérique. Mhm. Ça va être des modèles économiques nouveaux à construire avec ceux qui font l'Internet des objets, la voiture connectée, la santé, l'Internet industriel. Et donc, c'est une chose qu'il va falloir qu'on construise avec les entreprises industrielles, avec des startups, avec plein de monde autour. C'est pour ça que je vous donne déjà rendez-vous. Au printemps 2019, on va organiser une très grande manifestation à Paris où on va réunir Mhm. beaucoup d'acteurs, les grandes entreprises, des PME, l'industrie, les startups, pour Espèce de réfléchir forum ensemble sur la 5G. à la pour les pros. co-construction des modèles D'accord. économiques de la 5G, parce que c'est ça qu'il faut faire. Au niveau européen? Ou ce sera Ça franco-français? sera français, mais il y aura aussi, je pense, une dimension européenne, mais ça sera quand même principalement français. Stéphane Richard, cette 5G va coûter beaucoup d'argent. Est-ce que 4 opérateurs en France peuvent accuser le coup et chacun créer leur réseau 5G, à votre avis? Ce qui rappelle une petite histoire.
vu Chaque sur le année, passé. on se voit, on parle de ça. Mais, Bien sûr, bien sûr. Alors, je serais prudent parce que au moment de la 4G, on a dit oula, il y a la 4G, peut-être que ça va mettre en difficulté tel ou tel, et donc on va avoir une consolidation. Après, on a dit il y a la fibre, il y a des gros investissements dans la fibre, et donc oulala, ça va peut-être déclencher la consolidation. Puis on voit qu'à chaque fois, il y a des solutions qui permettent finalement de mutualiser un peu ces investissements, d'atténuer un peu l'impact et sans recourir à la consolidation. On fait du co-investissement dans la fibre, on fait du partage de réseau dans le mobile. Donc, et vous discutez avec Bouygues, avec SFR, avec Free. Au fond, qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Aujourd'hui, d'abord, personne ne peut valablement affirmer que c'est mieux d'être 4 à 4 qu'à 3, ou d'ailleurs c'est mieux d'être à 3 qu'à 4. Personne ne peut dire ça de façon irréfutable. Irréfutable. Il y a des pays où ça marche très bien à 3, il y a des pays où ça marche plus ou moins bien à 4. Il faut reconnaître que partout où il y a 4 opérateurs, il y en a au moins un, voire 2 qui battent de l'aile à tour de rôle. Et pardon de le dire, mais ça a été quand même un petit peu le cas de la France aussi, depuis quelques années. Donc le mistigris s'est repassé de l'un à l'autre, mais on ne peut pas dire qu'on soit dans une situation où tout le monde gagne de l'argent correctement, dégage des retours, des retours normaux, je dirais, etc. Donc après, on n'est pas dans la rationalité, on est aussi dans des histoires d'entreprise. Je vous trouve un peu plus nuancé qu'il y a quelques semaines. Et puis, il y a quelques temps, Non. vous la souhaitiez, cette consolidation. Ah mais je la souhaite. Vous avez... Attendez, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Je la souhaite, je la crois Non, mais on utile. comprend que pour Orange, s'il y a un opérateur en moins, c'est mieux. Je la crois utile. Mais- Oui, mais on a tort. La façon dont vous le présentez montre bien la difficulté de l'exercice. Parce qu'en fait, le problème de fond, c'est que la consolidation n'est pas populaire. Elle éveille plutôt des questionnements et voire, d'ailleurs, la question que vous êtes posée le montre bien. Bah, elle est On se légitime, dit- cela dit. On se dit, la consolidation, pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça? Pour augmenter les prix. Ça ne va pas être bon pour le consommateur. Bon, finalement, il y a 4 opérateurs. Ce serait peut-être mieux s'il y en avait 5 d'ailleurs, ou 6, ou 7, ou 8. Mais non, mais voilà, Ouais. parce que chacun voit midi à sa porte. Le consommateur, il voit que le prix qu'on lui fait. Il a un petit peu tendance, peut-être, à oublier que quand vous regardez l'évolution des prix à la consommation en France depuis 10 ans, le seul secteur d'activité où les prix ont baissé, puis alors baissé, 40% quand même, 40%. Hors inflation, bon. C'est la téléphonie mobile. Oui, mais c'est du pouvoir d'achat. on C'est sait du pourquoi. pouvoir d'achat en plus. Et ce pouvoir d'achat, surtout Oui. actuellement, C'est du pouvoir d'achat en c'est plus. vraiment une très bonne Mais nouvelle. J'aimerais au moins que quand il s'agit de la consolidation, on ne commence pas à nous faire le procès de vouloir le faire pour remonter les prix. Oui, alors oui. qu'on est quand même les gens qui avons le plus baissé nos prix depuis des années. Enfin, avec- sous en la pression de la payant- sous la concurrence pression de la aussi, Stéphane concurrence. Richard. Oui, sous la pression de la concurrence, mais attendez, Si Free regardez, n'était pas arrivé, peut-être que vous n'auriez pas baissé autant les regardez prix. les efforts que les Bien opérateurs sûr, ont dû faire. bien sûr, bien sûr. Les licenciements qu'il y a eu chez SFR, chez Bouygues, Oui. bon voilà, donc Bien sûr qu'il y a eu la ça casse. s'est pas fait comme C'est ça clair. non plus. Ouais, ouais. Bien sûr qu'il y a eu la concurrence, mais enfin le prix par les opérateurs à payer, il a été élevé. Donc non, on ne veut pas faire la consolidation pour augmenter les prix. On veut la faire essentiellement pour essayer d'avoir peut-être D'accord. un meilleur équilibre entre l'investissement qui est nécessaire et la stabilité des opérateurs. Dernière question avant de vous laisser. C'est une question Twitter et j'ai promis à cet internaute de vous poser cette question. Elle est toute simple, c'est une question de geek. Les nouveaux iPhones sont double SIM avec l'eSIM que vous avez déjà sur l'Apple Watch. Est-ce que ça va bientôt arriver sur les téléphones eSIM? Est-ce que vous allez lancer une offre ou pas? C'est pas qu'on va lancer une offre, c'est que ça dépend des choix que les fabricants de terminaux feront, et en particulier Apple. Donc si vous voulez... Aujourd'hui, le nouvel iPhone est double SIM. Oui, quand je Il dis est choix, eSIM. ce n'est pas des choix technologiques, c'est ensuite de la façon de pousser, je dirais, cet usage-là. Ouais. Nous, on est... Ils savent se montrer conciliants avec les opérateurs, c'est ça que vous voulez dire? Alors, il y a eu, vous savez, des années de débats, de polémiques, etc. sur l'eSIM. Bon. On nous a présenté ça comme espèce d'offensive. On voit que vous n'aimez pas ça, l'eSIM. Ça ne vous plaît pas, les opérateurs. Voilà, C'est étonnant. bon. Mais vous oubliez une chose, c'est que au lieu de dire on n'aime pas ça, on n'en veut pas, etc., on a fait un autre choix, c'est que à travers la GSMA, qui est notre association mondiale, dont je vais prendre la présidence dans quelques semaines, 2 semaines même, on a décidé d'aller au contact et de travailler avec Apple. Et donc, ça a pris 2 ans. Mais en 2 ans, on a mis au point un standard de l'eSIM entre la GSMA et Apple. Et Apple respecte ce standard. Donc, nous estimons aujourd'hui que l'eSIM
qui est proposé par Apple est compatible D'accord. avec nos prescriptions Bonne nouvelle. nouvelle, alors. Alors quand de sécurité Stéphane Richard et surtout de parcours client. Et surtout de parcours Ouais. client. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'est pas tant, on n'est pas accroché à, si vous voulez, au physique, Bien sûr, à les l'aspect comptes physique choisis, de la À carte la SIM. puce. Nous, ce qui compte pour nous, c'est la relation finale avec le client. Ouais. Et l'eSIM développé par Apple, qui respecte le standard de la GSMA, co-construit avec eux, Vous êtes prêt à nous l'accepter? permet de maîtriser la relation finale du client. c'est déjà dans l'Apple Watch, hein, puisque l'Apple Watch 4G a une SIM. Ça arrive quand? C'est déjà dans l'Apple Watch, forcément par la force des choses, parce que c'est plus difficile D'accord. de faire entrer Et une ça SIM, arrive quand sur les nouveaux téléphones Apple? Ça va arriver ou pas? Oui, pas ça va, prévu. ça va certainement arriver. Ça me semble tout à fait inéluctable. C'est déjà aussi dans les tablettes, hein, dans les Oui. nouvelles iPad Pro. Ça va arriver. On y est préparé. Et une fois de plus, c'est pas une effraction et c'est pas quelque chose qui D'accord. a Oui. été fait dans notre dos. Non, Parce c'est que quelque Apple, chose que vous validez. c'est quelque chose qui a été validé pas au niveau d'Orange, mais au niveau de toute la. Et pas d'annonce à ce Ah, sujet, pour l'instant. Il n'y a pas d'annonce à ce sujet, mais sachez simplement que une fois de plus, Vous y êtes plus ouvert que par le passé, si on a bien c'est compris. pas c'est pas qu'on y est ouvert, c'est qu'on y a travaillé avec Apple, Oui. une fois de plus, et que ce qui est important pour nous, c'est-à-dire garder la maîtrise du parcours client final, fait partie du cahier des charges de l'eSIM. Parfait. Et Très bien. c'est sur Merci ces beaucoup. belles paroles que nous allons nous dire au revoir. Merci beaucoup Stéphane Richard. Merci de m'avoir invité et merci d'être venu pour le 6e show Hello. Sixième C'est show toujours Hello. un plaisir que. J'espère qu'il vous a plu quand même. Mais il était très très beau et d'ailleurs on peut le retrouver en replay sur YouTube, enfin partout, hein, puisqu'il a été filmé. Voilà, merci en tout cas de nous avoir suivis en direct sur 01net TV. Jérôme, on se retrouve jeudi hein, pour 01 Live Hebdo. Comme Voilà. d'habitude, comme chaque semaine, et puis sur tous les grands événements high-tech comme aujourd'hui. Merci de nous suivre. À très bientôt, au revoir.